VDI. Bruxelles Mettoula. Il est avec nous en direct d'Israël. Il sera bientôt avec nous en chair et en os. Ce sera pour le 11 juin et sa conférence. Stéphane, bonjour. Oui, bonjour Jim et bonjour aux auditeurs de Radio Judaïka. Alors Stéphane, on s'intéressera à la conférence en toute fin d'entretien. On parlera également un peu de sport avec un grand match qui a eu lieu hier en Israël, avec aussi une grande déception pour l'Hapoel Tel Aviv qui ne fera plus partie de l'élite. Mais on commence Stéphane par l'actualité de la semaine et évidemment comment ne pas revenir sur le voyage de Donald Trump en Israël. Stéphane, avant de revenir peut-être dans une analyse plus concrète pour la relance des négociations de paix, pour le dossier aussi iranien où il y a eu plusieurs déclarations du président américain, peut-être brièvement un mot sur le côté symbolique. Est-ce qu'il y a une image principalement qui vous a marqué, vous, du côté de Mettoula, sur le voyage de Donald Trump en Israël? Oui, il n'y avait que des images parce que l'essentiel de la visite était symbolique, Jim. Donald Trump a mis beaucoup d'attention à pas dévier du matériel écrit. Il n'y a pas eu d'annonce. Il voulait pas faire de gaffes. Il n'est pas venu ici pour faire des gaffes. Tout ce qu'il a fait était symbolique. Alors on peut retenir sa prière au mur des lamentations. Il avait l'air très concentré. On peut aussi retenir juste à côté, à ce même moment, Ivanka, sa fille, qui s'est convertie au judaïsme orthodoxe et qui a éclaté en sanglots d'émotion probablement. Voilà les choses les plus importantes. Ses discours où il a rappelé le lien entre les États-Unis et Israël, le fait que les États-Unis seront toujours aux côtés d'Israël. C'était plus qu'une alliance de raison, mais une alliance de cœur. Et ça, c'est important. Cette question est importante, c'est-à-dire que il est venu drailler les Israéliens. Il a parlé au peuple israélien. C'est une personne simple qui fait un petit peu à cause de ça beaucoup de gaffes, mais il a su toucher le cœur, non seulement des dignitaires qu'il a rencontrés, mais de tout le monde. On a senti l'amitié. Et je le dis par contraste avec ce qui se passait durant les visites de Barack Obama, où tout était tendu, où tout était minuté. Il semble que Barack Obama, au niveau de l'élocution, de la diction, au niveau de la complexité des idées qu'il avance, est beaucoup plus cultivé, énormément plus cultivé que Donald Trump. Mais Donald Trump a su construire ses passerelles vers Israël, et ça c'est la grande chose. Et je peux aussi me permettre de dire que c'est important dans le sens que quand cette confiance existe, quand on sait qu'on a affaire à un ami qui ne va pas vous asséner un coup par derrière, il est plus facile de discuter de sujets épineux et de prendre certains risques sur le plan politique. Alors justement, Stéphane, sur le plan politique, on va y venir maintenant. On a eu très peu de déclarations choc, on va dire, rien de très surprenant au niveau des discours des différentes parties durant cette semaine. Mais on a tout de même Rex Tillerson, le secrétaire d'État américain, qui a déclaré aux journalistes en partant d'Israël, dans Air Force One, que concrètement, le président américain avait mis la pression sur Benjamin Netanyahou et sur Mahmoud Abbas pour que les deux hommes se retrouvent autour d'une table de négociation. Alors Stéphane, concrètement, ça veut dire quoi mettre la pression à Benjamin Netanyahou et Mahmoud Abbas? Qu'est-ce qu'a pu dire ou faire Donald Trump pour mettre la pression sur les deux dirigeants israéliens et palestiniens? Je crois qu'on en a parlé en détail la semaine dernière. La pression sur Benjamin Netanyahou, c'est pour qu'il accepte la proposition américano-saoudienne d'un accord de paix global entre Israël et le monde arabe, une proposition qui passe par la reconnaissance d'un État palestinien, d'où la pression sur Israël. On l'avait prévu, c'était un magnifique article de Jean Tzadik auquel on avait consacré pratiquement toute l'émission. Ça s'est passé, ça s'est pas vu, parce que les deux leaders ont fait les choses intelligemment. En fait, de politique, il n'y a eu que le lundi soir. Ils étaient censés dîner quelque part, d'officiel, devant les caméras, des centaines de micros. Ils ont annulé ce repas, on ne sait pas où ils ont dîné, et cette soirée a été la soirée politique où on a négocié et où les pressions n'ont pas manqué sur ce sujet, mais comme sur d'autres. Ce
que Donald Trump est venu arracher à Benjamin Netanyahou, c'est son acceptation de cette offre américano-saoudienne. C'est pas évident, ce qui est subtil dans cette manière de fonctionner, c'est-à-dire qu'on parle du symbolique et on fait dans le politique, eh bien, ce qui est très subtil, c'est que comme ça, on évite une crise gouvernementale. La droite de la coalition refuse même de mentionner, non pas un État palestinien, mais une discussion avec l'autorité palestinienne. Je ne sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire. Là, on est en train de négocier la création de l'État palestinien. Donc si Trump et Netanyahou avaient parlé de ce qui les intéresse vraiment, eh bien, on serait maintenant, au lendemain, quelques jours après cette visite, eh bien, nous en serions à la déconstruction de la coalition, ça c'est absolument sûr. C'est-à-dire que Naftali Bennett en a parlé sur le tarmac de l'aéroport en recevant Donald Trump. Il a dit qu'il n'accepterait pas de création d'État palestinien, qu'il n'accepterait pas de division de Jérusalem. Il a demandé au président, en fait, en quelques minutes, en quelques secondes, de ne pas s'occuper de ça et d'écouter la voix qu'il portait. Eh bien, c'est pas du tout l'intention de Donald Trump. Ils ont parlé de ça. Ils ont parlé de l'offre américano-saoudienne dans sa globalité. Elle est très intéressante. Et il semble, alors ça c'est des informations recueillies par la MENA, mais il semble que sur un plan très minutieux, eh bien, Benjamin Netanyahou aurait donné son accord, peut-être pas définitif, mais en tout cas pour poursuivre. Alors, la tactique, la stratégie politique ici, c'est d'avancer en direction de cette proposition, de l'intégrer, et puis une fois qu'elle s'est constituée, qu'elle est défendable, eh bien d'en parler, et le cas échéant, de créer une nouvelle coalition ou d'obtenir le soutien du centre et du centre-gauche israélien, hors gouvernement, hors coalition, pour faire avancer cette initiative, Jim. Stéphane, on a entendu des dates fuitées dans la presse avec certains diplomates américains qui ces derniers temps aiment bien laisser fuiter des informations, et on a entendu parler du mois de juillet pour déjà imaginer retrouver Benjamin Netanyahou et Mahmoud Abbas autour d'une table officielle de négociation. Est-ce que vous croyez ces informations qui ont filtré? Pour vous, c'est possible dans environ 2 mois de retrouver les deux leaders autour d'une même table pour un renouvellement relancer le processus de paix? En fait, il va pas s'arrêter parce que on avait aussi parlé la semaine dernière des relations officieuses qui existent entre Israël et le monde arabe, notamment l'Arabie Saoudite et les pays du Golfe. Ça se solde déjà par plus de 5 milliards de dollars de ventes israéliennes à ces pays. Cette initiative, cette démarche, elle va se poursuivre. C'est-à-dire que si le roi Salman, Donald Trump et Benjamin Netanyahou ont donné leur bénédiction à ce qui se passe, c'est pas ça qui va freiner cette démarche, ça va l'accélérer. Et pour l'accélérer, il y a également la nécessité de progresser dans les négociations avec les Palestiniens. Mais la nouveauté, elle est très intéressante. D'abord, et c'était l'idée de notre analyste palestinien Sami El-Soudi, qui en parle depuis des années, tant que l'autorité palestinienne voulait parler d'égal à égal comme un pays face à l'État d'Israël, il n'y avait aucune chance de progresser. Parce qu'on a d'un côté une petite organisation très corrompue, mêlée au terrorisme, etc. Et de l'autre côté, un État quand même assez grand, très fort technologiquement, en très bonne santé économique. Et on avait un déséquilibre. Et c'est bien entendu que quand on a une petite entité qui fonctionne pas et qui négocie contre une grande entité qui fonctionne, eh bien, il y a des réactions de défense, je dirais presque des réactions immunitaires, qui font en sorte que la petite entité, ses représentants ont toujours peur de faire des concessions et on peut arriver nulle part. Alors la grande nouveauté, c'est qu'il s'agit d'assouplir la position de l'autorité palestinienne, mais ce n'est pas Israël, Jim, qui va s'en charger, c'est l'Arabie Saoudite,
l'Égypte et la Jordanie. Les grands frères, c'est comme ça qu'on les appelle dans l'autorité palestinienne. Et pour dire toute la vérité, c'est eux qui négocient avec Israël et c'est eux qui imposent ces vues pour mettre l'autorité palestinienne en synchronisation avec la négociation qui est entrevue. Mais ça peut peut-être intéresser nos auditeurs de dire de quoi on va discuter, Jim. Bah oui, Stéphane, ça m'intéresse également. Donc, je propose que vous nous en disiez plus. De quoi allons-nous discuter? Alors, ce qui a plus ou moins fuité, mais uniquement aux oreilles de la MENA et d'un ou deux journalistes ou grands analystes, c'est ce que serait l'État palestinien selon cette proposition américano-saoudienne. Donc, il serait démilitarisé. Israël conserverait un droit d'intervention qui durerait jusqu'à la disparition totale du terrorisme dans les territoires d'autorité palestinienne qui deviendrait État. Là, c'est pas encore défini, donc on en est au début, on en est aux grandes lignes. On ne sait pas exactement comment ça fonctionnerait, mais l'idée, c'est ce droit d'intervention qui tient beaucoup à cœur de Benyamin Netanyahou. Et avec Tsahal, c'est très important aussi, ça n'existait pas jusqu'à maintenant, qui pourrait conserver le contrôle du Jourdain, c'est-à-dire, en d'autres mots, conserver la haute main pour la défense sur le Jourdain de l'État d'Israël, très très important ce point-là, ainsi que des ajustements de frontières qui permettraient d'inclure les 3 blocs d'implantation principaux, et ça c'était dans les dernières négociations qu'il y avait eu entre Tzipi Livni et l'autorité palestinienne. C'est très important, c'est-à-dire que en gros les 70% des gens qui vivent dans les implantations vivent dans ces 3 blocs principaux. Donc ça pourrait être également acceptable. Point très important, c'est que dans cette proposition, il n'est plus question de rendre le Golan aux Syriens, ni d'accueillir tous les réfugiés palestiniens, comme c'était le cas de la proposition initiale adressée par le roi d'Arabie Saoudite en 2002, à part peut-être, en petit nom symbolique, on parle de 10 à 30 000 descendants de ces réfugiés en vue de la réunion des familles. Voilà l'essentiel du plan qui a été conçu par Donald Trump, le roi Salman d'Arabie Saoudite, le maréchal Sissi et maintenant Benyamin Netanyahou. C'est de ça qu'on parle. Alors, la difficulté, c'est pour les Israéliens, surtout pour la droite de la coalition, c'est d'accepter cette idée même de création d'un État palestinien. Et puis, le pendant, et nous, on donne pas d'avis, hein, mais on cite ce qui existe. Eh bien, le pendant, c'est que il n'y aura probablement pas avant très longtemps d'offres aussi, entre guillemets, généreuses pour Israël qui permettraient à Tsahal de conserver la mainmise sur la sécurité du pays et de conserver le Golan. Ça fait beaucoup de choses qui donnent à réfléchir et qui ont probablement, même très probablement, convaincu Benyamin Netanyahou de monter dans le train en marche et certainement de ne pas s'opposer, on l'a vu notamment à la gestuelle et à la rhétorique des deux leaders. Ils vont dans le même sens et on arrive à la fin de ma réponse, à une réponse à votre question. Les négociations continuent maintenant avec l'aide des 3 grands frères de l'autorité palestinienne. Ça va être incessant. Et à notre avis, ici, ça va se terminer une fois que 90-95% de toutes les questions auront été réglées par une grande conférence, je pense même à pouvoir dire que ça se passera à Sharm el-Sheikh, entre les pays arabes et Israël, où on réglera les derniers détails. Ça, c'est si tout se passe bien, parce que, on le rappelle aux auditeurs, nous sommes au Moyen-Orient, et au Moyen-Orient, rien ne se passe comme cela a été initialement prévu, et ça c'est un petit peu un problème. Mais en tout cas, il y a une dynamique. Ce n'est pas un voyage de tourisme, comme certains ont pu le dire, et je l'ai entendu même dans un de vos commentaires plus tôt ce matin en préparant l'émission. Non, c'est un des voyages les plus importants dans l'histoire des relations entre Israël et le monde arabe, et également avec les États-Unis.
pluralité d'analyse et de réaction sur Radio Judaïka, Stéphane Juffa. Il est 8 heures passées de 18 minutes. On continue cet entretien. On va déborder un tout petit peu. Une fois n'est pas coutume avec vous, Stéphane, parce qu'il y a encore d'autres sujets intéressants que j'aimerais passer en revue avec vous, notamment le voyage de Donald Trump qui ne s'est pas arrêté exclusivement en Israël. Il était en Belgique il y a quelques heures encore. Il était avant en Israël, en Arabie Saoudite, et il est revenu d'Arabie Saoudite avec un gros contrat d'armement. Stéphane, il faut l'analyser ça comment? Est-ce que c'est une bonne nouvelle, par exemple, pour Israël, un gros contrat d'armement entre les États-Unis et l'Arabie Saoudite? Oui et non. Oui, dans le sens où ça a fait en sorte que l'Arabie Saoudite réintègre le giron américain. On se rappelle que sous Barack Obama, à cause de la politique de ce dernier, l'Amérique avait été éjectée du Moyen-Orient, plus personne ne lui faisait confiance. Barack Obama avait préféré l'option iranienne à l'option arabe. Ce n'est plus le cas. Ça, c'est un point qui est extrêmement important parce qu'en dehors de la symbolique, Donald Trump a parlé de deux sujets politiques. Le premier sujet politique dont il a parlé, il a dit « C'en est fini des appels des dirigeants iraniens à anéantir Israël. Maintenant, Donald J. Trump est là. » Bon, ça c'est un peu Hollywood, mais on a bien compris ce qu'il veut dire. Il a accompagné le geste à la parole en attaquant des troupes iraniennes en Syrie la semaine dernière. La menace iranienne est en train de se réduire comme une peau de chagrin. Les Iraniens, en cas de confrontation, même de confrontation verbale, même en cas de menace d'intervention américaine, ne font pas le poids. Et Donald Trump a ajouté que jamais il ne laisserait l'Iran parvenir à la bombe atomique. Et là aussi, sur ce point, on le croit. Donc les États-Unis sont de retour au Moyen-Orient. Ils sont notamment de retour au Moyen-Orient grâce à ce méga deal. On parle maintenant de 380 milliards sur les années à venir. 130 milliards de dollars ont déjà été signés durant ce périple. Ça, c'est le bon côté. Le mauvais côté, il a été mis en relief notamment par le ministre de la Défense israélien Avigdor Lieberman et par un autre ministre, Yuval Steinitz, qui est notamment en charge de la commission israélienne pour l'énergie nucléaire, deux grosses cylindrées parmi les ministres, qui se disent que Israël, et c'est dans la loi, c'est inscrit dans la loi américaine, doit conserver sa suprématie sur tous ses voisins arabes, notamment dans le sens et au sujet de l'équipement militaire et de la technologie. Alors ça aussi, ça s'est discuté uniquement entre Netanyahou et Trump. Ces ministres, aujourd'hui encore, ne savent pas comment les États-Unis vont faire pour fournir de l'équipement supplémentaire à Israël. Nous, on n'a pas 380 milliards à mettre dans des armes, donc il faudra aussi nous aider à acquérir ces équipements. Selon Netanyahou, cela a été pris en compte, c'est à voir, parce que sinon c'est un petit peu inquiétant, étant donné qu'il ne s'agit pas d'un régime démocratique et qui siège à Riyad, mais d'une dictature assez faible, assez fragile, et on se pose bien entendu, comme de bons stratèges, on se pose la question de savoir ce qui se passera, qui dirigera l'Arabie Saoudite dans 5 ou dans 10 ans, donc avec ces contrats d'armement qui doublent la capacité militaire de l'Arabie Saoudite. Il faut aussi penser au pire, c'est-à-dire qu'un gouvernement hostile qui renverserait la monarchie pourrait se trouver face à Israël avec des équipements extrêmement sophistiqués. Stéphane, on le sait, depuis Metula, vous avez une vue d'ensemble sur la région, sur tout le Moyen-Orient, le conflit israélo-palestinien, mais aussi la Syrie, l'analyse aussi des relations internationales. Mais Stéphane, il se passe aussi des choses à Metula. Vous êtes à la frontière libanaise, avec notamment des terroristes du Hezbollah qui ont incendié un champ de mines. Stéphane, c'est une information assez récurrente là du côté de Metula ou c'est quelque chose d'exceptionnel? Je ne sais pas. Ça s'est passé hier en début d'après-midi. On l'a vu de nos yeux. On n'a pas pensé que c'était un événement suffisamment important pour en faire un article ou pour le filmer. D'autres l'ont fait. Tout simplement, le Hezbollah qui contrôle dans les faits la frontière libanaise côté libanais, qui il y a des années avait planté des mines, a simplement mis le feu
à la broussaille qui était sur les mines pour faire exploser les dites mines. On a eu droit à un petit concert de feux d'artifice dans l'après-midi en face des soldats israéliens qui étaient prêts à réagir. Mais bon, c'est pas quelque chose. Il y a pas eu agression. Ils se sont simplement manifestés. Je crois qu'ils l'ont dit d'ailleurs pour commémorer les 17 ans du retrait israélien du Liban. D'accord Stéphane, donc une information qui ne mérite pas plus des 30 secondes qu'on lui a consacrées. On va tout de même terminer, même s'il est déjà 8 heures passées de 23 minutes Stéphane, on va terminer avec un petit mot de football parce que ça fait un petit moment qu'on n'en a plus parlé et parce que c'est la fin de saison dans tous les pays. La Belgique c'est déjà terminé, il reste grosso modo plus que quelques finales de coupe, notamment en Angleterre et aussi la finale de la Champions League. Ce sera pour ce week-end, mais Stéphane, tout d'abord, la finale de la Coupe d'Israël, c'était hier. Deux équipes de Tel Aviv, l'une en face de l'autre, avec une équipe qui partait favorite, le Maccabi Tel Aviv. Mais pourtant, c'est Bnei Yehuda qui s'est imposé. Stéphane, vous me disiez en préparant cette émission que c'était historique comme victoire. Oui, absolument. Bnei Yehuda, c'est l'équipe de la Shrunat HaTikva, du quartier de l'Espoir, le quartier le plus pauvre de Tel Aviv, là où ont été parqués ou amenés, je crois que c'est polémique là-dessus, on a eu assez avec Elisabeth Lévy. Donc ils ont été parqués quand ils sont arrivés des pays arabes. C'est les pauvres, mais très sympathiques aussi. Et ils n'ont pas de sous, c'est une toute petite équipe qui depuis longtemps appartient à l'élite. Et ils ont parfois gagné le championnat parce qu'ils ont du talent. Et il y a 30 et quelques années, ils ont gagné la coupe. Le match d'hier était médiocre. On a eu une équipe qui attaquait, le Maccabi Tel Aviv, qui est l'équipe la plus riche d'Israël, qui a failli remporter le titre, mais est arrivé seconde derrière Hapoel Beersheva. Et le Maccabi Tel Aviv a fait le siège début de cette petite équipe et a fait le siège, mais sans vraiment inquiéter le gardien. J'ai pas vu le gardien de Bnei Yehuda par terre pendant tout le match. C'était vraiment une domination stérile, sans y mettre l'énergie nécessaire et surtout l'intelligence nécessaire. Mais pour avoir une petite idée quand même, il y a eu 17 corners pour Maccabi Tel Aviv contre 2 pour Bnei Yehuda. Tout le monde pensait que ça allait être classé déjà dans le temps réglementaire. Au penalty, Maccabi Tel Aviv a mené par 2 fois. Et pour finir, il y a eu 3-3 après les 5 premiers coups de pied au but. Et ça s'est déterminé au 6e tir. Les grands joueurs de Maccabi Tel Aviv ont manqué leur tir, alors qu'un jeune joueur, c'est une de ses premières apparitions dans Bnei Yehuda, lui l'a réussi. L'hystérie dans le stade, hystérie dans ce quartier très sympathique et très modeste de Tel Aviv, c'était effectivement hystérique, mais pas en grand match. Hein. Et puis il y a une nouvelle un peu triste, Jim, c'est la descente en seconde division d'Hapoel Tel Aviv. Hapoel Tel Aviv qui est une des grandes équipes, des grands clubs d'Israël. Ici on se rappelle tous que le 23 novembre 2006, eh bien, à Paris, Hapoel Tel Aviv avait terrassé le PSG par 4-2, qui avait d'ailleurs créé des remous dans le public et qui s'était malheureusement soldé par la mort d'un des supporters. C'est cette grande équipe en proie à des difficultés particulièrement économiques qui descend en seconde division. Tous ceux qui aiment le football en Israël et tous ceux qui le connaissent un petit peu en Israël et ailleurs sont tristes de cette descente. Ça va un petit peu fausser les choses, mais on espère qu'ils vont remonter en première division l'année prochaine. C'est tout le mal qu'on leur souhaite et on souhaite aussi bon courage et bonne chance à l'équipe israélienne, Stéphane, parce qu'on est fin d'année, ça veut dire qu'il y a encore des toutes petites échéances pour les équipes internationales avec le 11 juin, alors c'est une date qui nous intéressera Stéphane, à 20h45, le 11 juin, qu'est-ce que vous ferez ? Oui, à cause de vous, je vais pas pouvoir voir le match contre l'Albanie parce que il semble que je serai avec vous pour une conférence. On va devoir travailler, on va devoir être sérieux, on va s'amuser aussi comme d'habitude parce que les échanges passent beaucoup mieux quand on a le sourire, qu'on n'est pas des gens tristes, mais on a du boulot, on va parler de la situation en Syrie, de la situation globale au Moyen-Orient
Et justement, de ces perspectives de paix, le plan Trump-Salman, qui risque effectivement, durant ces prochaines semaines, je dirais plutôt ces prochains mois, de changer de manière catégorique l'avenir de la région, ce qui nous intéresse au premier plan. Pourquoi s'en cacher? L'avenir d'Israël. Donc après la conférence, on ira regarder sur une des chaînes sportives et on aura le résultat d'Israël-Albanie. Mais pendant la conférence, je vous le promets, je vais me concentrer sur ce débat, sur cet échange. Je crois qu'il n'y a plus beaucoup de place, Jim. Non, les réservations tombent tous les jours, que ce soit par Internet ou par mail. Vous savez comment faire. Soit de vous envoyer un mail, chers auditeurs, à macjudaïka, en un mot, @hotmail.com, ou alors vous téléphonez à la radio 02 648 70 20. Tous les autres numéros. Il y a d'ailleurs une pub qui passe en boucle à l'antenne. Mais effectivement, Stéphane, il reste déjà plus beaucoup de place. Donc si nos auditeurs veulent vous rencontrer, vous revoir, s'ils vous ont déjà vu lors de vos conférences, eh bien, il faut qu'ils ne traînent pas. Stéphane, merci beaucoup d'avoir été avec nous dans Bruxelles Metula.